Je voulais remercier Armand Duriclès et le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler en fait directement au niveau du génome, ce qui va changer un petit peu par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, et de vous parler en fait d'entités du génome en fait qui sont soumises au processus évolutif que vient de décrire Michel Veuille et qui pose également un certain nombre de questions. Ce matin, on a parlé de nomenclature et nous aussi, en fait, nous avons dans notre domaine de gros problèmes de nomenclature et je vais essayer en fait de vous montrer sur l'exemple des génomes et des éléments transposables dans le génome la diversité que l'on peut avoir à une échelle que l'on avait pendant longtemps négligée, tout simplement parce qu'on n'avait pas les outils pour aller voir cette diversité. Et en fait, directement à l'échelle des génomes, on a en fait une diversité très importante et qui évolue en fait relativement rapidement. L'existence de ces entités, en fait, a remis en cause aussi considérablement l'idée d'évolution que l'on avait au niveau des génomes. Il y a alors le temps passant très vite, il y a un moment donné, je disais, il y a une trentaine d'années, mais je crois qu'on pourrait dire maintenant, il y a une cinquantaine d'années, l'évolution du génome que nous avions, et c'était l'évolution un petit peu qu'a rappelé Michel, avec la mutation qui venait rythmer, en fin de compte, l'échelle évolutive, accumulation de mutations, mais cette idée, en fait, n'était pas totalement satisfaisante, parce que lorsqu'on regardait la diversité au niveau des organismes, on se disait que on a des explosions à des moments donnés, et on avait l'impression que lorsqu'on regardait au niveau des organismes, on avait une évolution beaucoup plus rapide que ne pouvait l'expliquer en fait l'accumulation des mutations. Alors même si on mettait une horloge moléculaire, ou je devrais dire plutôt des horloges moléculaires, avec des moments d'accélération, en fait, ça ne permettait pas d'expliquer la diversité que l'on pouvait observer. Et donc, avec l'arrivée du séquençage de génome complet, on a commencé un petit peu à comprendre que le génome n'était pas du tout la vision que l'on pouvait avoir, quelque chose, en fin de compte, qui était peu mobile, à savoir qu'il y avait une structure relativement importante qui devait être maintenue au cours des générations, tout simplement pour qu'une espèce ressemble toujours à l'espèce à laquelle elle appartient, mais qu'en fin de compte, il existe une diversité très importante, intraspécifique, au niveau des génomes. Alors, là, les entités dont je vais vous parler, parce que pour le moment je préfère appeler en termes d'entités ces séquences, c'est ce que l'on appelle les éléments transposables. Et pour commencer, c'est de vous donner un petit peu une idée de ce qu'ils représentent dans les génomes actuels. Donc, est représenté ici, en fait, un certain nombre d'organismes qui ne sont pas tout à fait pris au hasard, puisqu'ils correspondent essentiellement au génome, pour une bonne part, totalement séquencé. Et le premier génome eucaryote complètement séquencé a été celui de Saccharomyces cerevisiae, et où là, en fait, c'est un génome relativement compact, c'est le choix d'ailleurs qui a conduit à son séquençage, et on voit que les éléments transposables représentent 3% de ce génome. Si je prends ensuite Drosophila melanogaster, espèce modèle en génétique, là on voit que le génome comprend de 15 à 20% d'éléments transposables dans ce génome. Et enfin, si j'arrive à l'homme, où le séquençage de son génome a été un petit peu emblématique, 44% du génome est constitué d'éléments transposables. Alors, ces éléments transposables, qui sont-ils? Alors en fait, je vous ai présenté ici, je vous ai dit qu'ils représentaient une diversité importante, et cette diversité importante, elle va se traduire par, en fait, leur mode de transposition. Effectivement, un élément transposable va se définir comme une séquence d'ADN mobile, ou qui a été mobile dans le génome, et qui va se multiplier au sein du génome. Donc, en mode de transposition, à partir du moment du niveau d'ADN, eh bien, il va y avoir différents moyens de se multiplier au sein du génome. La première façon, en fait, c'est tout simplement d'avoir un intermédiaire ADN. On va s'exciser du génome et aller s'insérer ailleurs dans le génome. Et on a toute une catégorie d'éléments transposables qui transposent de cette façon, que l'on appelle des transposons.
La deuxième façon de transposer, c'est de faire une copie de soi-même et d'aller s'insérer ailleurs dans le génome. Et dans ce cas-là, quand on est au niveau du noyau, la copie la plus simple à faire, c'est un ARN. Et donc, l'intermédiaire sera dans ce cas-là ARN, et on va avoir, à partir de cet ARN, eh bien, un mécanisme de reverse transcription qui va permettre de transformer cet ARN en ADN et intégration au génome. Et là, on a une dichotomie, soit on passe par un ADN libre dans, dans la cellule, c'est un ADN complémentaire, soit en fait la reverse transcription à partir de l'ARN va se faire directement au niveau de l'ADN et il va y avoir intégration en même temps que reverse transcription. Dans la première catégorie, on peut encore définir deux sous-catégories suivant comment, à partir d'un ADN libre dans la cellule, on va aller intégrer le génome. Cette intégration, elle peut se faire grâce à deux types d'enzymes, soit une intégrase, soit en fait une tyrosine recombinase. Et donc, vous voyez déjà à ce niveau-là, très simple, on a une très grande diversité d'éléments que l'on trouve dans, pour ainsi dire, tous les génomes eucaryotes. Si je vais un petit peu au-delà du mécanisme de transposition, en fait, il existe aussi une très grande diversité de structures. Si je prends ici ces transposons, en fait, ils vont avoir une diversité par rapport aux séquences codantes qu'ils vont posséder. Ces séquences codantes sont absolument nécessaires, si vous préférez, ce sont des gènes qui vont lui permettre d'être totalement autonomes au sein du génome et de pouvoir transposer par eux-mêmes. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes pour avoir cette mobilité, et en particulier la contrainte ici, ce sont ces séquences qui vont borner de part et d'autre l'élément, que l'on appelle dans ce cas-là des séquences terminales inversement répétées. Ce sont ces séquences qui vont être reconnues par la protéine codée par ces éléments et qui va permettre la mobilisation de ces éléments. Mais le phénomène n'est pas aussi simple que ça, on peut avoir un autre niveau. Ces séquences ici peuvent être reconnues par, dans le cas d'éléments qui ne possèdent pas la séquence codante nécessaire, mais par d'autres types de séquences codées par des éléments qu'on appelle plus complets. Un autre type, donc ces éléments-là, ce sont les éléments qui transposent via un ADN. Les autres catégories d'éléments, dont je vais parler un petit peu, là encore pour montrer la diversité, ce sont les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont transposer via un intermédiaire ARN et qui vont reverse transcrire cet ARN en ADN et s'intégrer directement dans le génome avec couplage entre intégration et reverse transcription. Ces éléments, on en a de deux catégories. Les premiers, ce sont les lines, pour Long Interspersed Nuclear Elements, et en fait, ces éléments codent également toutes les séquences nécessaires à la transposition, à savoir une reverse transcriptase, permettant de passer d'un ARN à un ADN, mais également une endonucléase, permettant de faire des couplures double brin au sein de l'ADN, et permettant ainsi l'intégration des éléments. Dans cette même type de transposition, on a des éléments qu'on appelle signes. Ces signes pour Short Interspersed Nuclear Elements, et qui ont pendant très longtemps en fait posé un certain nombre de questions d'un point de vue en fait de leur dynamique. Pourquoi? Première chose, ces éléments en fait de type sign ont une caractéristique tout à fait particulière dans les génomes eucaryotes, c'est que traditionnellement en fait un transcrit et un ARN messager est transcrit par l'ARN polymérase 2. Les éléments de type sign sont transcrits exactement comme les ARN de transfert, ils sont transcrits par l'ARN polymérase 3. Donc déjà, ici, on a une particularité. Une autre particularité, c'est que ce type d'élément ne possède pas les séquences
qui lui permettent d'être autonome et de transposer au sein du génome. Et pendant très longtemps, la question, ces éléments sont en très grande quantité dans les génomes, comme je vous le montrerai tout à l'heure, mais ils ne sont pas capables, a priori seuls, de transposer. Ça a été longtemps une très longue énigme pour savoir un peu quelle était la dynamique de ces éléments au sein du génome. En fait, différentes hypothèses ont été relevées. On sait maintenant que parmi ces hypothèses, il est possible en fait que ces éléments soient reverse-transcrits par des reverse transcriptases de Thiel-Line. Et donc, du coup, il y aurait un certain apparentement entre ces différents types de séquences. Donc, vous voyez ici déjà ces entités qui se promènent au sein de nos génomes, qui peuvent bouger au sein de nos génomes, ont une certaine diversité. Et en fait, il y a des mécanismes qui vont être communs d'un type d'élément à un autre. Si je veux aller dans la diversité, on peut aller dans une diversité encore bien plus importante avec les éléments qui, eux, passent par un intermédiaire ARN, mais puis par un ADN libre dans la cellule qui va être intégré ensuite au sein du génome. Ce sont les éléments que l'on appelle des rétrotransposons ALTR et les éléments de type DIRS. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours ou tout un exposé sur toutes ces séquences qui sont présentes ici, mais ce qui est important de retenir, c'est que vous voyez que, par exemple, on a, comme dans les éléments précédents, je dirais des constantes qu'il est indispensable d'avoir pour un élément pour être mobile. Ici, ces séquences, ce sont ces séquences représentées en vert de part et d'autre de l'élément, que l'on appelle encore des séquences longues terminales répétées, c'est-à-dire que ce sont les mêmes séquences que l'on va retrouver en aval et en amont des séquences codantes de ce type d'éléments. Sans ces séquences, eh bien, l'élément est immobile. Il est immobile pour une raison relativement simple, c'est qu'il ne peut pas être transcrit. Ces éléments, en fait, ces séquences LTR, possèdent tous les sites d'initiation et de terminaison de la transcription. À l'intérieur, bien entendu, nous avons là encore des gènes qui vont être responsables, qui vont permettre la mobilité des éléments. Et ici, en fait, on a ce qu'on appelle une séquence GAG, une séquence POL. Dans cette séquence POL, on a tous différents gènes, tels qu'une protéase, une reverse transcriptase, une RNase, une intégrase. Et dans le cas de certains éléments, on a une autre séquence, qui est un gène qu'on appelle un gène ANV, qui fait que, en fait, ce type d'élément est souvent appelé élément de type rétroviral, car c'est une structure qui est très très proche de tout ce que l'on connaît chez les rétrovirus. Et pendant très longtemps, et on se pose encore la question, quelle est, en fait, est-ce que ce type d'élément a pour origine des rétrovirus qui auraient perdu en fait leur capacité de passer d'une cellule à une autre en perdant un gène qui est le gène ANV, ou est-ce que, au contraire, ce type de séquence, ces rétrotransposons ALTR, seraient à l'origine en fait des rétrovirus, et en gagnant, en fait, ensuite, un gène ANV deviendrait un rétrovirus. Je pense que là, nous sommes tout à fait dans la question du quel est le premier de l'œuf ou de la poule. Je pense qu'il n'y a pas forcément un sens, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, ici, je vous ai représenté un élément. Donc ici, vous avez un élément qui ressemble étrangement à exactement les mêmes caricatures. Pour un œil un peu exercé, ce que l'on constate, c'est qu'il y a l'un des gènes, ici le gène intégrase, qui est situé en fait plutôt en aval de l'élément, qui ici se retrouve plutôt en amont. Il y a des différences. Et ces différences, en fait, elles signifient quoi? Elles signifient que ce type de séquence, en fin de compte, elle est faite à partir, comme on l'a maintenant fait l'hypothèse pour un certain nombre de gènes, d'une boîte à outils, en fin de compte. On aurait un certain nombre de domaines qui pourraient exister au sein des génomes ou au sein de ce type de séquence. Et en fin de compte, comment on va pouvoir créer de la diversité structurale au niveau de ce type d'éléments? Eh bien, c'est tout simplement en utilisant cette boîte à outils. Et quand pour passer à un rétrovirus, eh bien, il suffit d'avoir dans la boîte à outils un outil supplémentaire qui est le gène ANV, et dans ce cas-là, l'élément gagne une capacité supplémentaire, sortir de la cellule et aller gagner une autre cellule. Toujours dans le cas de la diversité en fait structurale, un cas qui est un petit peu amusant à deux titres. Ce type d'élément est encore relativement peu connu, que dans certaines espèces, qu'on a pour le moment un petit peu de mal à se procurer, puisque c'est des espèces que l'on trouve au niveau hydrothermal
au milieu de l'Atlantique. Mais ces éléments, en fait, sont un peu plus intéressants parce qu'ils montrent probablement, là encore, une origine variée de ce type d'éléments. C'est que vous voyez, on retrouve un petit peu le même type de séquence que l'on a ici, sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la façon d'intégrer le génome de ces éléments passe par une tyrosine recombinase. Je ne rentrerai pas en détail sur comment fonctionne la tyrosine recombinase, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux techniques. En fait, il y a deux façons de trouver cette tyrosine recombinase. Cette tyrosine recombinase peut être à proximité, c'est-à-dire que c'est un gène comme un autre, et là, on rentre dans le domaine, en fin de compte, de la fabrication d'un élément à partir d'une boîte à outils, et ici, je rajoute la boîte à outils tyrosine recombinase. Mais dans certains cas, en fait, c'est la même séquence d'ADN qui, en fait, en changeant de phase, va coder soit une reverse transcriptase, une RNase-H et une méthyltransférase, mais en changeant de phase, on code en fait une tyrosine recombinase. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'au niveau évolutif, quand on regarde en général une séquence codante, la troisième base du codon est relativement libre. Ici, on met des contraintes supplémentaires parce que la troisième base devient contrainte du fait que l'on a deux phases de lecture. Donc ici, en fait, au niveau des éléments transposables, vous voyez qu'on a une très grande diversité. Cette diversité ne s'arrête pas là. La diversité ne s'arrête pas là, et vous avez sur cet alignement illisible, et c'est sciemment qu'il est illisible parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de regarder des séquences d'ADN, mais on peut voir qu'en fin de compte, ici, nous avons une même catégorie d'éléments qui sont en fait des éléments de ce type-là. Ce sont des éléments de ce type-là, et en fait, quand on regarde d'un point de vue de séquence, là c'est un tout petit bout de la séquence codante de la reverse transcriptase, ce que l'on peut constater, c'est qu'en fait, on a une très grande diversité d'un point de vue acide aminé. Une très grande diversité, et cette diversité n'est pas dépendante de savoir dans quelle espèce on va trouver ce type d'éléments. On peut avoir, au sein d'un même génome, une très grande diversité des éléments qui sont ici, vous voyez, qui diffèrent beaucoup de ceux qui sont dans cette boîte-là. Et donc, cette diversité, d'où vient-elle? Eh bien, là encore, on peut avoir des origines probablement multiples, et on peut là on parle difficilement d'orthologue en ce qui concerne les éléments transposables, mais en fin de compte, ce que l'on peut penser, c'est quand ils vont arriver dans un génome, il va avoir un élément, et ensuite on va avoir des paralogues qui sont faits par transposition. Et donc, on a une diversité, et différents éléments peuvent arriver dans un génome, et vous voyez qu'ici, on peut faire distinctement deux groupes. Je ne reviendrai pas sur la nomenclature, parce que là encore, comme l'a expliqué nos collègues tout à l'heure, nous aussi, nous avons de grands problèmes de nomenclature. On fait deux groupes, en fait, en fonction de la diversité que l'on peut regarder. Bien entendu, à l'intérieur de ces deux groupes, les éléments se ressemblent davantage qu'entre ces deux groupes. Donc, en fait, vous voyez qu'ici, nous avons ces éléments transposables représentent une part importante des génomes eucaryotes, et en fait, il n'y a pas un génome dans lequel on les a recherchés où on ne les a pas trouvés. Ils existent également dans le monde prokaryote, mais je ne développerai pas plus ici du côté prokaryote, et ils présentent une très grande diversité. C'est-à-dire qu'au sein même des génomes, eh bien, on va pouvoir étudier la dynamique d'un certain nombre de séquences, bien entendu, en utilisant eh bien, tous les processus, tous les mécanismes évolutifs qui ont été exposés, en particulier tout à l'heure, par Michel Vogt. Alors, ces différents types d'éléments, bien entendu, dans les génomes, ils ne représentent pas la même part, mais pour vous donner un petit peu une idée, je vais, à partir de ce tableau, deux cas de figure. Deux cas de figure, la levure, Saccharomycete cerevisiae. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le premier génome eucaryote séquencé. Pourquoi? C'était un petit génome, un tout petit génome. Et donc, en fin de compte, on a qu'une seule catégorie d'éléments, les éléments ALTR, donc de type rétroviral. Et en fait, quand on a très peu de familles, donc les familles, c'est les groupes que l'on peut faire à partir des séquences, des ressemblances de séquences, on n'en a que 5, et ils représentent en tout 331 copies, et je vous rappelle, c'est de l'ordre de 3% du génome. Donc ici, Saccharomycete cerevisiae, petit génome, peu d'éléments transposables, et c'est le premier génome séquencé. Si je passe à l'homme, pour aller tout de suite aux extrêmes, eh bien,
là, on a un très grand nombre de copies, 44% du génome, et un grand nombre d'éléments transposables. Donc en fait, ici, en fait, on a une échelle classique, un très grand génome, et en fait, il est connu maintenant, il est bien établi, que le nombre d'éléments transposables dans un génome est complètement corrélé à la taille des génomes. Alors, je vais passer celle-là. Très rapidement, puisque Georges est dans la salle et qu'il a contribué considérablement en fait à ces études. Une histoire bien connue, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu comment les éléments transposables viennent dans un génome. Pour ça, la drosophile est une espèce vraiment très particulière, puisque on a pu, en temps réel, sur le temps la durée de vie, je dirais, d'un chercheur, voir toute l'histoire, en fait, une espèce qui a un génome complètement envahi par des éléments transposables. C'est l'espèce Drosophila melanogaster, qui a eu 3 éléments transposables qui sont arrivés dans son génome à 3 moments différents, 1930, 1930-40 et 1950. Je m'arrêterai sur cette dernière invasion parce que c'est une invasion qui a été très bien suivie, entre autres par Georges Perriquet qui est présent dans la salle. Dominique Anxolabert aussi a participé très largement à cette étude. Et en fait, il s'est fait en étudiant les populations naturelles de Drosophila melanogaster. On s'est rendu compte, en fait, c'est que l'élément P, en fait, n'existait pas dans les populations naturelles avant les années 1950. Vers les années 1950, au début des années 1950, l'élément P est apparu en fait en Amérique centrale. Et dans les années 1970, on a la dernière population de Drosophila melanogaster qui ne présentait pas l'élément P, existait en Eurasie centrale, c'est-à-dire la région dont Evelyne hier nous a parlé précédemment. Donc ici, très rapidement, en une vingtaine d'années, eh bien, il y a eu invasion d'un génome. L'élément P, en plus, du fait qu'il est complètement absent des espèces proches, clairement, il n'est pas pu arriver dans le génome par des croisements, en fait, avec des espèces relativement proches. Et par ailleurs, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'élément P était à 99% identique à un élément P qui existait dans une drosophile très éloignée, Drosophila willistoni, et qui, comme par hasard, était présente en Amérique centrale. Donc on a pu remonter l'histoire d'une invasion d'un génome par un élément transposable, et en fait, l'élément est apparu par transfert horizontal au niveau de l'Amérique centrale, est arrivé dans les populations de Drosophila melanogaster, et ensuite, comme Drosophila melanogaster est très inféodé à l'homme, eh bien, on a pu remonter tout à fait l'histoire. À partir de là, la totalité de la planète a été envahie, et en fin de compte, les dernières, bien entendu, arrivant très proche de l'Himalaya, qui a été servi de barrière, mais en fait, actuellement, il n'existe pas de population de Drosophila melanogaster qui ne présente pas cet élément transposable. Donc, en fait, on a une dynamique très forte au sein des génomes. Si on regarde un petit peu au niveau de cycle de vie d'un élément transposable, quel est le modèle que l'on peut avoir actuellement? En fait, on a une acquisition par transfert horizontal. Et en fait, n'oublions pas qu'un élément transposable possède toutes les séquences qui lui permettent, en fin de compte, d'intégrer un génome relativement facilement, ce qui signifie qu'il est plus facilement transférable, entre guillemets, que n'importe quel autre type de séquence. Ensuite, cet élément, en fait, il va se comporter un peu comme il a été défini, comme le gène égoïste défini par Dawkins en 1976, c'est-à-dire qu'il va envahir complètement le génome. Il va envahir le génome parce qu'il a un avantage sélectif important à la réplication, puisque contrairement à un autre type de séquence dans le génome, il va se répliquer en même temps que le génome, mais il va également se multiplier par transposition. Et donc, à partir d'une copie, puis 2 copies qui vont à la fois être répliquées pour l'ensemble du génome, mais transposées. Bien entendu, il y a des effets délétères à cette transposition, et ces effets délétères, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure, eh bien, c'est tout simplement, dès qu'on a un grand nombre de copies dans le génome, on entraîne en fait un effet délétère, et un équilibre va se produire, et petit à petit, on va avoir acquisition des modèles de régulation qui vont limiter la transposition pour arriver à un nombre de copies à peu près constant au sein des génomes d'une espèce, avec des variations entre espèces et des variations entre populations. Que devient ensuite l'élément? Eh bien, soit il peut se perdre tout simplement par accumulation de mutations, par dérive génétique, il peut être remobilisé, puisqu'on sait que les éléments, en fait, lors de variations environnementales, peuvent être mobilisés en réponse à des stress, ou en fait, ils peuvent être conservés du fait de leur impact sur les génomes. Alors, quel est
l'impact des éléments transposables sur les génomes. L'impact des éléments transposables sur les génomes, comme je vous l'ai dit, il peut intervenir en tant que séquence répétée. Et en fait, lorsque l'on a deux séquences qui sont répétées dans la même orientation dans un génome, cela peut induire des délétions de toutes les séquences qui se trouvent à l'intérieur. Par contre, quand deux séquences identiques sont en répétition inverse dans un génome, dans ce cas-là, on va avoir des inversions. Ce type d'événement, en particulier lorsqu'on a des délétions, en fin de compte, va entraîner un effet délétère très fort. Et cet effet délétère, bien entendu, va faire qu'on va diminuer, ça va tendance à diminuer le nombre d'éléments transposables dans un génome. Donc c'est l'équilibre dont je vais vous parler tout à l'heure, entre transposition et effet délétère, dû à ce qu'on appelle de la recombinaison ectopique. Dans le cas d'une inversion, en fait, l'inversion va avoir un impact qui peut être aussi différent. On ne perd pas de séquence, il y a à l'endroit où il va y avoir la cassure de l'ADN qu'il peut y avoir des modifications, mais on peut avoir des échanges d'exons entre deux gènes. Le cas que j'ai choisi de vous illustrer, c'est le cas qui est en fait le plus spectaculaire, bien entendu, c'est le cas de la mutation Antennapédia chez la drosophile, qui est une mutation homéotique. Et lorsque, ici, vous avez un élément transposable, le même, en fait, qui est en orientation inverse, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela peut entraîner une inversion. Au niveau génique, cette inversion fait que l'on va intervertir les deux promoteurs de chacun de ces gènes qui sont où étaient situés ces éléments transposables. La conséquence pour la drosophile, c'est passer d'une drosophile, je dirais, de phénotype sauvage à une drosophile qui va présenter des pattes à la place des antennes. Donc vous voyez que ce mécanisme est relativement important. Mais les éléments transposables vont s'insérer au hasard partout dans le génome. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ces gènes qui sont dans les séquences transcrites non traduites? Eh bien, un exemple ici, ce sont les promoteurs de gènes. Ici, vous avez une comparaison entre les primates et la souris, et on constate que chez les primates, on a au niveau du gène de l'aromatase, en fait, un promoteur, tissu spécifique supplémentaire par rapport à ce qu'on observe chez la souris. C'est un gène qui a une expression placentaire. Or, ce gène, c'est un LTR de rétrotransposon à LTR. Alors, petite repoint de détail par rapport à tout à l'heure. Ici, c'est des rétrotransposons à LTR. Je vous rappelle que ce sont des séquences répétées en orientation directe. Et comme toute séquence répétée en orientation directe, elles peuvent donc être remaniées par de la recombinaison ectopique. On peut avoir de la recombinaison entre ces deux séquences pour obtenir ce qu'on appelle ici un solo LTR qui présente donc toutes les séquences nécessaires à l'initiation et à la terminaison de la transcription. On a actuellement des indices qui nous permettent de dire qu'éventuellement, certains de ces éléments, en fait, on aurait l'excision de tout ce qui est à l'intérieur et l'intégration de LTR solo directement en cours de transposition. Or, comme ces séquences de LTR ont toutes les séquences d'initiation et de terminaison de la transcription, ce sont d'excellents promoteurs pour les gènes. Et donc, en fin de compte, on a ici une possibilité de faire évoluer en fait l'expression des gènes au niveau des promoteurs. Pour ne pas être trop long, je ne vais pas vous redétailler les autres qui obéissent à peu près à la même chose. Au niveau de l'insertion, en fait, de trouver des éléments transposables dans les séquences codantes, en fait, on peut avoir une insertion soit dans un exon, soit dans un intron. En fait, parmi les 4% de gènes chez l'homme qui présentent un élément transposable dans leur séquence codante, on peut montrer qu'en fait, ce sont des insertions dans les introns, en fait des introns qui deviennent des exons. Ceci est relativement simple à savoir pourquoi il y a un tel biais vers les insertions dans un intron. Si on s'insère dans un exon, eh bien tout simplement la séquence devient non codante. Comme je suis très en retard, juste deux exemples que je ne détaillerai pas. En fait, la capacité d'un élément transposable de transposer peut elle-même être sélectionnée de façon positive chez des organismes. Un exemple chez la drosophile. Normalement, pour tout organisme caryote, il existe une télomérase qui permet de maintenir l'intégrité des chromosomes. Chez la drosophile, il n'y a pas de télomérase. C'est un élément transposable qui vient après chaque division cellulaire transposer de façon spécifique à l'extrémité des chromosomes. Et donc ici, vous voyez qu'on a un avantage sélectif. Un autre cas aussi
que je ne développerai pas, mais juste qui nous touche de très près, c'est notre système immunitaire. Au niveau des immunoglobulines, il faut pouvoir créer de la diversité pour, en fin de compte, reconnaître du non-soi. Et en fait, il existe un système qui crée de la diversité, qui est en fait de ce qu'on appelle la recombinaison VDJ, un réassemblage de fragments au niveau du locus H de l'immunoglobuline. Cet remaniement se fait uniquement en lignée somatique au niveau des cellules B. Et en fait, ce qui est à l'origine de ces remaniements, c'est en fin de compte un ancien élément transposable et qui a été domestiqué au niveau du génome pour exercer cette fonction. Donc, en conclusion, si on regarde les éléments transposables, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue dans les génomes, ils représentent une grande part des génomes. En fait, ils ont une forte capacité invasive et en fait, ils vont aussi entraîner des mutations de l'insertion. Ils vont être sélectionnés positivement du fait de leur forte capacité invasive, ils vont être sélectionnés négativement du fait des mutations d'insertion et des remaniements qu'ils peuvent faire. En cela, en fait, ils se comportent comme de l'ADN égoïste ou de l'ADN parasite. Mais en fait, un élément transposable, il participe en fait aussi à sa propre régulation. Et en fait, quand on regarde bien, la sélection naturelle a retenu des éléments transposables qui, en général, transposent de façon assez importante, mais pas trop importante pour entraîner trop d'effets délétères. Tout élément qui entraînerait trop d'effets délétères serait contre-sélectionné immédiatement et l'organisme qu'il porte disparaîtrait. Par ailleurs, il va représenter une forte plasticité pour les génomes eucaryotes et va participer très largement en fait, au niveau de l'évolution des génomes en tant que représentant des remaniements chromosomiques, mais dans l'évolution des gènes. Et en fait, ils vont être aussi recrutés complètement par les génomes, créant bien entendu des nouveautés génétiques. Et en ça, il n'est plus un ADN égoïste, il est complètement un ADN mutualiste. Et en fait, ça dépend où on se trouve dans le cycle d'un élément transposable. Quand il arrive dans un génome de novo, il va être parasite, et au bout d'un moment, eh bien, il va être mutualiste, tout simplement par l'impact qu'il peut avoir sur le génome. Je vous remercie.